Est-ce une rencontre pour la paix ou une manière d'exclure l'Ukraine des négociations? Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine, ce sera vendredi prochain en Alaska, sans Volodymyr Zelensky qui n'a pas été convié. Et le président des États-Unis évoque des échanges de territoires entre la Russie et l'Ukraine qui, elle, refusera de céder sa terre aux occupants. On va voir de quelle terre parle-t-on avec Bruno Darou, mais d'abord on écoute le président ukrainien. Les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'oppresseur. L'Ukraine est prête à accepter des solutions concrètes, susceptibles d'apporter la paix. Les solutions qui nous sont défavorables, qui excluent l'Ukraine, sont également des solutions contraires à la paix. Elles ne mèneront à rien. Ce sont des solutions vouées à l'échec. Bonjour Bruno Darou. Bonjour Nina. On va peut-être jeter un œil sur la carte avec vous avant de retrouver notre invité. Donc dites-nous, de quel territoire parle Donald Trump? Alors effectivement, Donald Trump parle d'un échange de territoire au bénéfice de chacun des deux protagonistes. C'est ainsi qu'il présente les choses. Alors évidemment, à première vue, c'est un peu compliqué à comprendre. Alors là, sur la carte, on voit alors évidemment la Crimée qui a été annexée en 2014 et les fameux 4 oblasts de Zaporijjia, Kherson, Louhansk et Donetsk. Et on voit sur cette carte qu'en fait, à l'heure actuelle, les Russes, même s'ils occupent pas loin de 20% du territoire ukrainien, n'occupent pas la totalité de ces oblasts, qui sont délimités par les lignes jaunes. Et en fait, que veut dire Donald Trump par ces échanges de territoire? Si on comprend bien, eh bien que les Russes, apparemment, c'est ce qui fuite un peu du côté du Kremlin, voudrait obtenir la totalité du Donetsk, qui est encore aux mains des forces ukrainiennes, avec notamment des villes importantes comme Sloviansk et Kramatorsk, et en échange qu'obtiendraient les Ukrainiens, puisque Donald Trump parle d'un échange de territoire au bénéfice de chacun. Est-ce que les Russes accepteraient de se retirer en partie ou en totalité des oblasts de Kherson ou Zaporijjia? La question est posée. Après, on peut estimer que les Ukrainiens qui tentent toujours d'intervenir en territoire russe, notamment du côté de Soudja, pourraient, s'ils maintiennent un petit bout de territoire russe, essayer de négocier ça. Mais vous avez entendu le président Zelensky, il a été très clair. L'Ukraine ne cédera pas un pouce des terres occupées à la Russie. Donc en fait, on est dans ce dilemme. On sent que Donald Trump veut accélérer sur le dossier et qu'il dit aux Ukrainiens et aussi aux Européens, on va évidemment en reparler, qu'il faut qu'ils acceptent l'idée de renoncer à l'intégrité territoriale et qu'un compromis passera forcément par le fait que la Russie maintienne tout ou partie des territoires qu'elle occupe déjà en Ukraine. Et les Ukrainiens, et pour le moment les Européens, disent non, le principe de l'intégrité territoriale doit être absolument essentiel dans toute négociation, et on en est là, et donc c'est un coup de pression très très fort qui est en train d'exercer Donald Trump, et aussi Vladimir Poutine bien sûr, mais ça va dans ses intérêts à lui. Donald Trump, il est en train d'exercer une pression très forte, et sur l'Ukraine, et sur les Européens. Alors, comment sortir de l'impasse? Vous restez avec nous, Bruno. On va en parler également avec Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Bonjour à vous. Faut-il voir dans cette rencontre, dans ce sommet à venir, une avancée pour la paix ou bien une stratégie d'exclusion de l'Ukraine? C'est un petit peu des deux. Ce que tout le monde attend, c'est en quelque sorte un cessez-le-feu qui permette en fait d'arrêter les combats et les pertes. Notamment avec les frappes qui touchent la population civile ukrainienne. Il n'en demeure pas moins que les conditions qui sont réclamées par la Russie sont totalement en fait inacceptables, tant pour les Ukrainiens que pour les Européens. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que en fait, c'est la loi du plus fort qui l'emporte désormais. Et donc, ce serait un véritable retour en arrière du droit international, c'est-à-dire qu'on revient en quelque sorte à ce que l'on pratiquait en fait avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que ce sommet, il va peut-être être utile, mais il se présente vraiment de façon très inquiétante au regard des déclarations très ambiguës donc de l'administration Trump. Justement, parmi ces déclarations ambiguës, il y a justement cette idée d'échange de territoire, sauf qu'en réalité, Bruno Darro nous l'expliquait, elle concerne uniquement des terres ukrainiennes. Est-ce que c'est une approche réaliste, selon vous, pour aboutir à la paix? Les termes qui sont posés. C'est-à-dire que faire des concessions,
il y aurait la solution intermédiaire consisterait en quelque sorte à geler le conflit sur la ligne de front, c'est-à-dire ce que l'on voyait tout à l'heure sur la carte, en fait la partie en rouge étant restant sous occupation russe. Mais accepter très concrètement que obliger les Ukrainiens à se retirer, notamment donc de la région de Donetsk et de la région de Zaporijjia, serait mais totalement invraisemblable. En fait, ce serait en quelque sorte totalement cautionner en quelque sorte l'objectif du Kremlin. Et d'autre part, ce qui n'a toujours pas été réellement évoqué, c'est quelles sont les garanties de sécurité qui seraient données à l'Ukraine. C'est-à-dire que est-ce qu'il y aurait en quelque sorte un feu vert pour le déploiement d'une force européenne en quelque sorte pour empêcher une reprise des combats? Ça, pour le moment, ça n'a pas du tout été évoqué. Donc, il faut rester extrêmement prudent. Et puis, de toute façon, par principe, le simple fait que on discute, enfin que Trump et Poutine discutent du sort de l'Ukraine sans la présence du président ukrainien est totalement inacceptable. Donc, on va rentrer dans une période extrêmement inquiétante et pour lequel pour le moment, on ne voit pas qu'est-ce qui va sortir donc à l'issue de cette rencontre le 15 août. Oui, oui, effectivement. Alors, je voulais juste revenir sur la solution intermédiaire, qui serait effectivement de geler la ligne de front, d'établir un cessez-le-feu, ce qui fait que l'Ukraine, de facto, mais pas de jure, c'est-à-dire de facto, l'Ukraine reconnaîtrait qu'une partie de son territoire est occupée par un adversaire, mais c'est différent que de reconnaître de jure en droit que ces terres désormais appartiennent à la Russie. Ce serait totalement différent. Donc ça peut être un compromis acceptable. Mais on voit bien que c'est pas du tout dans l'optique de Vladimir Poutine, qui estime que lui, à la différence des Américains et des Européens, d'abord, il a plus de temps devant lui, qu'il a l'avantage sur le terrain pour l'instant, qu'il peut continuer aussi à bombarder les populations civiles pour essayer de casser leur morale. Donc lui, il n'est pas prêt à accepter ça. Et puis effectivement, il y aurait toute la question des garanties de sécurité. Mais le moment, là, ce week-end, est très important pour les Ukrainiens et aussi pour les Européens, parce qu'ils doivent décider ce qu'ils vont faire. À cet égard, enfin, on va sans doute en parler de cette réunion de Londres aujourd'hui, où quand même c'est le vice-président américain J.D. Vance qui a été dépêché sur place. Est-ce que les Américains vont dire à leurs alliés européens, écoutez, on vous consulte parce que vous êtes nos alliés, mais voilà ce qu'on prévoit et voilà quel rôle vous pourrez jouer ensuite, ou est-ce que les Européens vont dire, écoutez, ce que vous envisagez n'est pas acceptable pour nous, et moi je pense qu'on est entré là dans les jours qui viennent dans un bras de fer et un peu une heure de vérité, un moment de vérité, où les Européens, soit ils se comportent un peu comme à l'époque certains à Munich, vous voyez, et ils acceptent tout, toutes choses égales par ailleurs évidemment, soit ils disent non, là c'est pas possible là, ce qui est proposé, et nous, ce qu'ils disent d'ailleurs tous pour l'instant aujourd'hui, nous continuons à soutenir l'Ukraine. Jérôme Pellistrandi, vous partagez cette analyse. On est à un moment de vérité sur le destin de l'Ukraine qui se joue en ce moment, selon vous? Oui, totalement. En fait, on est effectivement, et la référence à Munich en 1938 est totalement pertinente. C'est bien ça, ce qui est extrêmement dramatique, c'est que on est à un tournant de l'histoire. Ce n'est pas uniquement une problématique ukrainienne, c'est bien de l'avenir de la sécurité du continent européen qui est en jeu. Et en quelque sorte, on a un peu le sentiment que les Européens découvrent tout d'un coup, eh bien que eux qui sont des gentils herbivores bien pacifiques et qui recherchent en permanence le compromis, ils sont en face du tyrannosaure Poutine et du mégalodon Trump. C'est ça, en fait, ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que si on a Trump et Poutine qui vont discuter, en fait, de la sécurité de l'Europe sans que les Ukrainiens et les Européens soient présents. Donc c'est vraiment une période extrêmement compliquée et les jours à venir vont être vraiment décisifs. Et la problématique, c'est que on est en plein milieu du mois d'août. Les Européens sont en quelque sorte en vacances intellectuellement, alors que se joue en quelque sorte notre sécurité pour la décennie à venir. Alors après, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Après, ce qu'il faut ajouter aussi, ce qui est un peu plus rassurant, c'est que quoi quand même que décide
Donald Trump et Vladimir Poutine, si les Ukrainiens continuent à dire nous n'acceptons pas de rendre le moindre pouce de terrain aux Russes, si les Européens disent nous allons continuer à aider l'Ukraine à envoyer du matériel militaire et nous sommes de manière définitive aux côtés de l'Ukraine, eh bien finalement ça s'est un peu produit déjà dans les mois précédents quand il y a eu le fameux épisode dans le bureau ovale où Donald Trump voulait vraiment tordre le bras de manière très violente à l'Ukraine. Finalement, Zelensky, ça a été très dur, mais il a résisté. Il a été soutenu par les Européens. Bon, là, ça se reproduit, mais de manière sans doute un peu plus forte, parce que Trump est de plus en plus pressé. Mais si ni l'Ukraine ni les Européens n'acceptent les termes de ce qui pourrait être décidé entre effectivement les deux grands prédateurs vendredi prochain, eh bien, sur le terrain, il ne se passera pas grand-chose quand même. Mais donc, concrètement, est-ce qu'un accord, une sortie de crise est possible? Un cessez-le-feu est possible selon vous, Jérôme Pellistrandi? Là encore, c'est compliqué parce que, par exemple, il peut y avoir en fait plusieurs paliers dans le cessez-le-feu. Ce que l'on craint, par exemple, c'est que les Russes disent ah ben on arrête de bombarder dans la profondeur. Hein, voilà, on est gentil, mais ça veut dire que sur la ligne de front, les combats continuent. Et ça veut dire aussi que les Russes jouent en quelque sorte cette profondeur stratégique, celle qui en fait leur permet en fait de tenir dans la durée. Donc là aussi, il va falloir être extrêmement prudent dans les échanges. Il y a aussi un élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'on a d'un côté la Russie de Vladimir Poutine. Bon, lui, il est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Il maîtrise totalement ses dossiers. Il dispose d'une diplomatie extrêmement efficace avec son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui connaît parfaitement le fonctionnement intellectuel des Américains. Et de l'autre côté, on a une administration Trump qui est brouillonne, qui ne connaît pas ses dossiers et qui veut aller vite. Avec un Donald Trump persuadé que s'il obtient, excusez-moi du terme, un deal donc le week-end prochain, il sera prix Nobel de la paix. Donc on est complètement dans la confrontation de deux entités qui ne parlent pas la même langue, enfin qui ne parlent pas la même langue, qui ont des objectifs différents. Et c'est ça ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que est-ce que Donald Trump, en quelque sorte, se rend compte de tout ce qu'il est en train de dire et de faire par rapport à un Vladimir Poutine qui, lui, considère qu'il a le temps devant lui, alors que Donald Trump considère qu'il faut aller vite. Il y a le prix Nobel, entre guillemets, c'est au mois d'octobre, et puis il ne faut pas oublier qu'il va rentrer en campagne pour les élections de mi-mandat. Donc on a la collision de deux mondes et de deux égos totalement différents. Oui, tout à fait. Et Donald Trump, effectivement, il est pressé pour le prix Nobel de la paix. Regardez, il vient de réussir quand même à faire signer un accord entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Hein, c'était sous l'égide des États-Unis. Donc, évidemment, s'il peut accrocher à son blouson ou à sa veste un deal, effectivement, sur l'Ukraine, il sera très content. Il faut aussi avoir, tout ce qui a été dit à l'instant est tout à fait exact, il faut aussi avoir en tête, parce que ça, c'est aussi un élément très important à comprendre, pour Donald Trump, l'Ukraine n'est pas un dossier prioritaire. C'est ça que nous, on a du mal à comprendre ici, parfois en Europe. Pour lui, ce qui est prioritaire, alors avec la Russie, c'est de reprendre des échanges de coopération économique, de faire du business, de faire du commerce. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il se voit en Alaska, il y a l'océan Arctique, il y a le détroit de Bering, etc. Ils vont certainement en parler aussi, d'ailleurs, à l'occasion de cette rencontre. Pour lui, ça c'est prioritaire de rétablir ce contact économique fort avec la Russie. L'Ukraine, ça vient ensuite. Et l'Ukraine, pour lui, c'est un sparadrap dont il faudrait se débarrasser très vite. Malheureusement, ou heureusement d'une certaine manière, la réalité est beaucoup plus complexe. Et Donald Trump, je pense, va se rendre compte qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut totalement sans les Ukrainiens et sans les Européens, à condition que les Européens acceptent de montrer un peu leurs muscles. Parce que s'ils ne le font pas, eh bien, passez-moi l'expression, ils se feront balader. Et justement, on verra quelles cartes joueront les Européens lors de cette réunion d'urgence aujourd'hui à Londres, réunion de responsables occidentaux de la sécurité en amont de ce sommet Trump-Poutine. Merci à tous les deux, général Jérôme Pellistrandi, et à vous, Bruno Darroux, pour votre décryptage sur ce dossier.